Éveil patriotique de l'Église en République démocratique du Congo, un rendez-vous pas comme les autres pour toutes les confessions religieuses le samedi 31 mai 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Après toutes les leçons apprises pendant la guerre, cultivons l'amour patriotique, renforçons l'unité nationale. Le réveil du géant RDC, c'est notre appel tous. Soyons présents. Invitation solennelle à tous les enfants de Dieu de différentes communautés religieuses et ceux de l'appartenance sociopolitique. Il est bon et agréable de frères d'être ensemble. Le pays passe des moments quand même difficiles et nous croyons que la prière a une place de choix, une place importante. À tous les hommes de Dieu, malgré nos divergences, de nous unir pour que l'unité demeure dans ce pays. Au programme, prière, exhortation, déclaration puissante et bénédiction dans une atmosphère À ce titre, dans ce journal, l'Assemblée nationale a autorisé à la justice à instruire le ministre Constant Mutamba concernant l'affaire 39 millions de dollars destinée à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À l'Assemblée nationale, la plénière a autorisé l'instruction à charge du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, à la Cour des cassations. Suivez les explications dans ce reportage. Comme annoncé 24 heures plus tôt, la commission spéciale et temporaire mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation afin d'obtenir l'autorisation d'instruction à charge du ministre d'État. Ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, a bel et bien présenté son rapport lors de la séance plénière du jeudi 29 mai 2025. Après la lecture de ce rapport bien détaillé, reprenant toutes les réponses du procureur général Firmin Vondé et du ministre Constant Mutamba, cette commission, dirigée par le député national Méchac Mandefou, a recommandé l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre le ministre en charge de la justice. Les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant le droit au présumé auteur des faits à présenter ses moyens de défense. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Constant Mutamba Tungunga. Adopté par l'Assemblée plénière, ce rapport a néanmoins été soumis à un débat houleux qui a permis aux élus du peuple de donner chacun un avis soit pour, soit contre l'autorisation d'instruction à charge de ce membre du gouvernement. Aujourd'hui, dans cette salle, se joue l'honneur et la dignité de notre Assemblée nationale. Notre pays souffre de corruption. Et aujourd'hui, nous, Assemblée nationale, nous pouvons nous permettre de ne pas autoriser d'instruire, même pas de poursuivre, qu'un ministre, nous allons refuser ici qu'un ministre aille juste expliquer, donner ses moyens de défense à la justice. Après débat et vote, la représentation nationale a approuvé le rapport de la commission spéciale et temporaire et par la même occasion autorisé l'instruction à charge du ministre d'État, Constant Mutamba Tungunga. En réaction sur l'autorisation de l'Assemblée nationale à la justice à instruire le ministre Constant Mutamba concernant l'affaire 39 millions de dollars destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani, Maître Paul Ilunga explique l'opinion par rapport aux fausses informations qui circulent confirmant que Constant Mutamba devrait démissionner. Paul Ilunga affirme que pour le moment plutôt, il s'agit juste d'une phase d'audition et non de poursuite. Il est au micro de Job Maurice. Préjuridictionnelle, il y a aussi la phase juridictionnelle. La phase préjuridictionnelle, c'est la phase d'audition, d'instruction, c'est ça qu'on appelle préjuridictionnelle. La phase juridictionnelle, c'est la phase de poursuite. Donc l'Assemblée nationale a autorisé que la phase préjuridictionnelle. Donc les ministres de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, doit aller au niveau du parquet. L'instruction
va commencer. Et lorsqu'il faut qu'on continue la poursuite, maintenant qu'on passe à la phase préjuridictionnelle, à ce moment-là, on doit revenir à l'Assemblée nationale avec des preuves tangibles pour demander l'autorisation des poursuites du ministre de la Justice. À ce moment-là, après avoir reçu l'autorisation de poursuite au niveau de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice et garde des Sceaux va déposer sa démission en délai 24 heures. Là, c'est selon la loi de la République, précisément la Constitution de notre pays, à son article 167 alinéa 3 et aussi 166 alinéa 2. Nous sommes dans un état de droit, l'état où tout le monde doit être redevable devant la loi, les règlements de notre pays. Voilà pourquoi le ministre doit aller à la justice, prouver le contraire, prouver qu'il n'a pas l'intention ou il n'a pas détourné. Pourquoi? Parce que le ministre a attribué un marché dégradé, pas en respectant le principe. Parce que les principes veulent à ce qu'on ait l'appel d'offres. Nous ne voulons pas la justice en double tranchant, que toute la procédure soit respectée et aussi qu'on sache réellement s'il a détourné ou non. Au cas où il n'a pas détourné, nous devons classer, vous devez classer le dossier sans suite. Mais au cas où il est détourné, à ce moment-là, vous devez le poursuivre. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en RDC sur le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé le vendredi 30 mai 2025 avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo. Karl Tikaze est venu lui transmettre le message du Parlement russe sollicitant les renforcements de la coopération parlementaire avec la RDC. Occasion pour les diplomates russes de saluer la création il y a quelques mois d'un groupe d'amitié Russie-RDC au sein de l'Assemblée nationale congolaise. Il a précisé que cette visite a pour objet de jeter le pont entre les parlementaires russes et congolais à travers ce groupe d'amitié afin de venir en réconfort à la coopération bilatérale entre les deux gouvernements. Les liens entre les parlements, c'est une partie très importante en ce qui concerne les relations parmi nos deux pays. Nous avons discuté les voies de développement de ces relations et dans les termes plus généraux, les possibilités de renforcement des relations dans tous les domaines entre nos deux pays. Et je dois constater que ces discussions étaient très utiles et importantes de mon point de vue. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en RDC a en outre sollicité l'implication du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour booster le gouvernement congolais à ratifier les différents traités en souffrance afin de faciliter une coopération économique, scientifique et technique entre les deux États. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a exprimé sa satisfaction et s'est dit engagé à renforcer cette coopération parlementaire avec ce pays continent parmi les grandes puissances économiques du monde. Il a par ailleurs suggéré à son hôte de mettre en place une coopération bilatérale qui puisse faire profiter la Russie des opportunités qu'offre le pays de Lumumba et vice-versa, afin de garantir gain mutuel entre les deux nations. Dans un autre chapitre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a mis en place un organe pour donner un coup d'accélérateur dans l'exécution du programme d'action de son gouvernement et plan national stratégique de développement, la Delivery Unie. C'est dans ces cadres qu'elle a présidé la réunion du comité de pilotage de la Delivery Unie 2024-2028 et du comité local d'examen du projet d'appui de UI. Suivez-les dans ces propos. Aujourd'hui, ce que nous avons eu à faire, c'est l'approbation du document de projet d'appui à la Delivery Unit en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement qui vient appuyer cette Delivery Unit. La Delivery Unit n'est pas un organe d'exécution. Elle vient pour appuyer, pour assurer justement que tous les programmes qui sont mis en œuvre à travers les différents
ministères sectoriels puissent arriver à terme en termes d'exécution, mais aussi en ayant des résultats impactants le plus rapidement possible dans les délais qui ont été impartis. Vous vous rendrez compte régulièrement que nous avons des projets qui sont mis en œuvre, qui prennent par exemple, au lieu de, je donne un exemple, il est prévu que le projet prenne 3 ans, mais le projet finalement va arriver à terme au bout de 5 ou 6 ans. Et c'est ça que, au niveau de la coordination de l'action gouvernementale, qui est une de mes missions principales en tant que chef du gouvernement, je voudrais assurer d'avoir une structure qui va pouvoir appuyer toutes les autres structures au niveau du gouvernement pour que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un goulot d'étranglement, moi, en tant que première ministre et coordonnatrice de l'action gouvernementale, je puisse régler les questions, les problématiques qui sont transversales. Le PNUD vient en accompagnement compte tenu de l'expérience que nous avons vue dans d'autres pays. Mais l'objectif, c'est qu'une fois que la delivery unit est opérationnelle, nous, on n'a plus de rôle. Notre rôle est plutôt transitoire. Mais il est important de savoir que la delivery unit, c'est au-delà d'une structure. Ce n'est pas vraiment une nouvelle structure en tant que telle, mais c'est l'ambition d'être plus efficace. Vous voyez, de partir de la planification jusqu'au niveau de la réalisation. Quand vous prenez une école ou un centre de santé, l'État décide de la faire ou de le faire, il y a les ressources qui sont allouées et tout, mais il faut suivre les ingénieurs, il faut suivre les entreprises, il faut aller regarder, être sûr que les normes de qualité sont respectées et que quand on commence quelque chose, on puisse le finir. Et aussi s'assurer, comme l'a expliqué maintenant le Premier ministre, que l'intersectorialité, donc la contribution de chacune des entités au niveau des ministères, puisse aider plutôt à renforcer l'ensemble et à plus d'efficacité. Donc notre rôle, vraiment, c'est un rôle d'accompagnement avec d'autres partenaires et nous sommes heureux d'être associés à ça et notre souhait, c'est que ce nouveau mécanisme qui vient plutôt renforcer les structures déjà existantes puisse vraiment aider à offrir les services que les Congolaises et les Congolais recherchent. La sécurité et le développement mirent ensemble, telle est l'approche adoptée par le gouverneur militaire Luboya Kashama Johnny dans la restauration de l'autorité de l'État. À cette période de l'état de siège, l'entreprise de construction Safricas contribue dans la modernisation de la ville de Bunia, a vu ce jour asphalter plus de 10 km de la voirie avec l'argent des contribuables ituriens. Les explications avec Normi Katako. Chaque jour qui passe, l'Ituri continue son développement sous l'administration militaire. À ce jour, plus de 10 km de la voirie urbaine de Bunia sont déjà asphaltés par l'entreprise Safricas sur les 13,5 km ayant été attribués à cette maison de construction, incluant ainsi plusieurs axes. Selon Olivier Moussikando, responsable des Safricas en Ituri, tout en donnant un aperçu sur les chantiers, ces derniers se félicitent des avancées. C'est parti du rond-point Sonas. Nous sommes partis du rond-point Sonas pour Robank, deuxième rue Ituri. Et nous avons pris le rond-point du marché. Nous sommes allés vers le pont Kiriko. Et nous sommes revenus encore au rond-point Sonas pour passer par la prison et aller vers l'hôpital général, en passant par Kappa. Et là, nous attaquons Kassavubu et aussi les boucles de gouvernorat que nous avons déjà réalisées. Voilà, donc à ce jour, ce qui nous reste, c'est juste cette tronçon Kassavubu est terminée, achevée sur délai. Et nous sommes vraiment là-dessus, ça va se terminer. Et continuer beaucoup plus sur Kassavubu. Ce jour, nous sommes à 10 km 500. Il nous reste 3 km pour terminer le projet. Donc c'est sur ça que nous sommes. L'asphaltage des plusieurs axes à Bougnan laisse une marque indélébile dans le cœur des habitants de cette ville qui reconnaissent la prouesse de l'état général Luboya Kashama Johnny. Minasema merci sana. Tunatoka kupusiere, bitiketu iko napata pusiere, bakile batakatala, kuuza bitika mambo ya pusiere, mimi nashukuru sana. Gouverneur aikale kukiti milele na milele. Mimi namshukuru sana, Mungu amubariki, Mungu amsaidie aishi milele na milele. Amen. Nous le dirons jamais assez. L'asphaltage des rues de Bougnan facilite aujourd'hui l'intervention sécuritaire et d'un autre côté attire les investisseurs.
Christian Lukusa, acteur politique et notable de Massina, a haussé les tons sur les états de route dans la capitale et a profité de sensibiliser la population de travailler en collaboration avec les autorités. Suivez ces reportages. Biso na Tchangu, na Kimbanteke, na Njili, na Massina, na Ntele, na Maluku. To uti kozwa motomoko important na kati ya ville, où yazali institution ya ville ya munene, président et assemblée provinciale. Mais je vous rassure que le président de l'assemblée provinciale et la ville-province de Kinshasa, Pasteur Lévy, oyo andimaki gouverneur Daniel Bumba, abanda misala ya bobongisi. Poyo lobi yango tengana loba yango, ya bobongisi, ba commune ebele, banzela ebele. Ndeko Lévy andimi ebanda na ba commune mususu. Mais atiki na ba commune na yo ba problème ezali makasi na commune ya Kimbanteke na Kolo. Commune ya Kimbanteke même ko kende na église ya Pasteur Lévy na lipate nzela ya mikondo ezalaka te. Nzela ya Sekomaf koloba kutu te. Nzela ya Kimbanteke kala koloba te. La route mokali wana kutu koloba te. Mais bozali komona ba banderole ekomata. Bota la bandeko ya Njili. Ba ko sala nzela ya Njili. Topesi bango longo ni nzela Kimbuta ba ko sala. Nzela Luemba ba ko sala. Batu batie ba banderole te. Mais kasi soki ba sala nzela Matakum ya Massina, grâce à tel, c'est du populisme politique. C'est du populisme. Donc c'est comme si Tchangu Mobimba batu bazana conscience ezali batu ya Njili. Parce que na Njili ba banderole matite. Mais tango ya na Massina, Kingandi ya weleli alobi ezali yaye. Ezali parce mais problème il y a gestion, il y a déchets, il y a l'insalubrité, il y a ville province de Kinshasa, na ba commune na biso ezali problème il y a rétrocession. Le gouvernement doit penser il y a kopesa ba bourgmestre makoki na ba matériel. Soki alobi makoki ba kolia, mais kasi bazwa ba matériel ya solo, bazwa pa ya malamu, bazwa ba rato, bazwa ba Congo, bazwa ba moto gizi pour basala enseignement ya ba commune na bango. La faculté des sciences informatiques de l'université Révérend Kim a organisé ce vendredi 30 mai une journée scientifique axée sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. L'intelligence artificielle générative dans les domaines de l'éducation, outil d'apprentissage ou un promoteur de la paresse intellectuelle. C'est sous ce thème que la faculté des sciences informatiques de l'université Révérend Kim Njili a réfléchi à travers une journée scientifique organisée ce vendredi 30 mai. Prenant la parole en premier, le professeur Pierre Kafunda a évoqué brièvement le développement graduel de l'intelligence artificielle jusqu'à nos jours. Ce ne sont pas seulement les journalistes qui sont à la base de ça. La communauté, beaucoup de gens sont très de fake news. C'est aujourd'hui un sérieux problème. Vous voyez, on peut publier le fake news. Vous voyez les gens en train aussi d'insulter sur base des informations qui sont erronées, qui sont biaisées. Alors nous sommes en train de travailler sur la détection des fake news. J'ai un doctorat qui est en Chine. Nous sommes en train de travailler sur ça. Mais l'intelligence artificielle, il faut comprendre, c'est un outil d'aide pour toutes les communautés, y compris les journalistes. Ça va beaucoup vous aider. L'intelligence peut t'aider là à créer votre plateforme d'information conviviale. Pour sa part, le professeur Gloire Kitambala a, dans son exposé, basé sur la société de l'information et l'intelligence artificielle, circonscrit la société dans laquelle nous vivons avec les enjeux de l'avènement des nouvelles technologies de la communication en milieu éducatif. Un journaliste doit vérifier, n'est-ce pas? Il ne doit pas quand même te permettre de diffuser une information dont tu n'as pas la véracité, dont tu ne connais pas si ça est pas tu vois. Donc, dans ce sens-là, c'est pas... On appelle ça les hypertrucages. Hein, les hypertrucages, les consorts, les deepfakes. La responsabilité pénale est comme aux journalistes qui diffusent ça. On ne va pas quand même suivre l'intelligence. On sait que toi, journaliste, tu as été dans une école de journalisme. Tu connais quand même les règles, n'est-ce pas, journalistiques. Et tu ne t'adonnes pas, ou tu ne t'évertues pas à propager ou à diffuser une information dont tu n'as pas les sources. Prenant la parole en dernier lieu, l'assistante Luntala Bénédicte est revenue sur les perspectives de l'intelligence artificielle. À l'issue de cet exercice scientifique, le délégué facultaire a remercié les participants. À tout le monde qui a participé à la réalisation
de cette activité, nous vous disons sincèrement merci. Coup de chapeau à la faculté des sciences informatiques de l'université Révérend Kim pour cette initiative. Un autre registre, les usagers de l'avenue Kassai dans la commune de Barumbu disent ne pas comprendre comment cette voie si importante pour l'air trafic est abandonnée à son triste sort. Suivez ces constats faits par nos amis stagiaires de l'université Révérend Kim. La plupart des avenues qui mènent à Gombe et à la commune administrative de Kinshasa sont actuellement impraticables. C'est le cas de l'avenue Kassai qui est dans un état de délabrement très avancé depuis quelques mois. Les usagers de cette route en appellent aux autorités pour réhabiliter. J'essaie d'avoir 5 ans au venant de là haut. Qui pour en haut de. Mais on peut déjà depuis 2024. Pour moi, il y a mars. Il est là où il est bâti. Là où on va vous découvrir moi bien. Il y a là qui est dans le matériel. Il y a là où il est là. Ça va où on va voir comment ma bande. Il y a là dans la maille. Et là on a monté gaga. Volonté de 2 ans. Donc on va voter 2 ans. Nous avons pas mal à opérer, nous avons pas caillage, nous avons pas ciment, mais volonté, nous sommes à Bissau, nous connaissons déjà pour débat, et Bébi Kala. Ça fait déjà 5 ans que nous avons Bissau, et c'est pour débat, éviter la Bissau, et aussi la bataille la Bissau du Campo, parce que nous avons Bébi Kala. Alors, nous sommes à Bazo pour nous savoir le secondaire, nous sommes de voter la Bambo. Face à cette situation, les autorités sont interpellées de réhabiliter les infrastructures annoncées dans leur programme qui jusque-là n'est pas réalisé. Pour clôturer cette édition du journal en sport Cannes 2025, le Léopard Dame Senior débute les entraînements à Tanzanie avec le nouveau sélectionneur franco-camerounais. Suivez plus de détails dans cet élément. Le premier entraînement de Léopard Dame Senior s'est effectué sous la supervision du nouveau entraîneur Papi Epi jeudi 29 mai au stade Kainse en Tanzanie. C'est dans l'objectif de préparer l'équipe pour la CAN 2025, comme explique l'entraîneur Papi Epi. Alors l'idée d'avoir monté ça, c'est qu'on se dit que au mois de juillet, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, avec un premier match le 5 juillet contre le Maroc. Donc c'est de bien préparer l'équipe nationale à travers 2 stages, donc un stage là maintenant et un stage mi-juin. Voilà, avec l'idée de voir un maximum de joueuses pour ce stage-là, de façon à ressortir un noyau dur, et après l'affiner sur le dernier stage, afin qu'on ait un groupe compétitif pour le 5 juillet. Voilà déjà le premier match. Et tout à fait, à partir du moment où il y a des joueuses congolaises qui jouent à travers le monde, il est de notre devoir, nous, le staff, et puis tous les gens qui sont concernés, d'être au courant de ces joueuses-là, de voir un petit peu quels sont leurs niveaux, et de les voir et de leur donner une chance de venir montrer leur talent. En se préparant activement pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc du 5 au 26 juillet 2025, les Léopards disputeront une double confrontation amicale face au Tugar Star de la Tanzanie ce vendredi 30 mai et le 3 juin prochain à Dar es Salaam. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, l'Assemblée nationale a autorisé à la justice à instruire le ministre Constant Moutamba concernant l'affaire 39 millions de dollars destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Voilà, c'est tout pour les titres. Complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Eko tatola makita suka
La famille Mbembo a la profonde douleur d'informer les amis et connaissances le décès de leur fils, frère, grand frère, petit frère et grand-père Mbembo Matondo Junior, le miraculé appelé par les intimes Jean Donga. Mort à Djobour, en Afrique du Sud, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Dimanche 8 juin 2025, enterrement se fera en intimité familiale en Afrique du Sud, dans la même ville. À Kinshasa, la veille mortuaire est prévue ce samedi 7 juin à la résidence familiale 6 avenue Bomokandi, numéro 27, au quartier commercial Alema Super, référence 9 régions ou école Massamba. Dimanche, il sera transmis en direct de Djobour la cérémonie de l'inhumation de l'illustre disparu. Ces communiqués sont un lieu de faire part.